Alors bonjour Geoffrey, merci de m'accueillir dans tes bureaux aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons parler de toi, de tes romans. On va parler de la manière dont tu as écrit et je vais te poser quelques questions concernant la manière dont tu écris, ce qui t'anime, etc. T'es C'est prêt? parti, c'est parti. Parfait. Tu as vraiment su aligner tout ce qui est science dure, Mhm. qui fait peur à beaucoup de gens, Ouais. l'aspect futuriste et en même temps on suit une personne qui s'appelle Thomas. Mhm. Thomas Eton, c'est Mhm. ça? Je sais pas comment le prononcer parce que je sais pas Très s'il est bien, belge ou c'est pas. très bien. Et du coup, Dans le livre, il est néerlandais. dans Enfin, le il vit livre, aux Pays-Bas. ok. Et donc du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le suit. Et en fait, on va même savoir ce qu'il pense, ce qu'il dit pas à voix haute. Est-ce que c'est pas vous finalement? Alors non, puisque j'aime, et c'est d'ailleurs ce que je dis au début de mes livres, les personnages sont en fait un outil de transmission de la connaissance, parce que c'est un roman d'espionnage dans lequel on partage en fait la recherche scientifique, c'est bien ça le but, de manière très ludique du coup. Évidemment, l'auteur est toujours inspiré par sa propre existence, mais non, ce n'est pas moi. Et ces questions existentielles, c'est des questions que vous partagez, que vous avez? Alors, ça dépend sur quoi. Évidemment, la recherche de vie extraterrestre prend énormément de place dans ce livre. Je pense que ce serait un bouleversement sociétal profond d'avoir la preuve que la vie existe ailleurs. La communauté scientifique s'accorde à dire, d'un point de vue strictement statistique, il y a plus vraiment de doute. Hein. C'est pas possible qu'on soit les seuls rien que dans notre galaxie où il y a plusieurs centaines de milliards de systèmes. Et on sait que dans chaque système, il y a au moins une planète rocheuse avec de l'eau à l'état liquide, je vais y arriver. Des galaxies, il y en a des milliards. Et à côté de ça, on rajoute encore le débat sur les univers parallèles. Donc, si on est seul, c'est quand même très spécial. Effectivement, l'astrophysique peut paraître un petit peu répulsive. On peut se dire c'est trop compliqué, je vais rien comprendre. Sauf que c'est fascinant, c'est fabuleux, et c'est tout simplement la compréhension de ce qui nous entoure, et ça nous apporte plein de choses dans notre quotidien. On s'en rend pas compte, mais voilà. Si on peut faire cette interview sur le téléphone, c'est quand même aussi grâce à l'espace. C'est ça. Bon, évidemment, c'est l'espace proche. Dans ce livre, on s'intéresse un peu plus à l'espace lointain. Et donc, le but, c'était vraiment de faire comprendre que les concepts sont tout à fait compréhensibles, en tout cas en relativité générale, puisque, comme je l'ai dit, en physique quantique, c'est un peu plus compliqué, et de transmettre ça de manière ludique. C'est un hasard, en fait, cette couverture. On est tous fascinés par un beau, voilà, par un beau ciel étoilé. Donc, en fait, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle le bras d'Orion, en fait, puisque notre galaxie est une galaxie spirale. Toutes les galaxies ne se ressemblent pas. Il n'y en a aucune d'ailleurs qui se ressemble. Mais c'est vraiment très très beau. Et donc cette photo vient du désert d'Atacama, qui est le plus beau spot au monde pour regarder les étoiles, tout à fait, au Chili. Voilà. J'ai bien lu le livre. Ouais, c'est bien. Moi, j'avais quand même envie de parler de quelque chose parce que dans ce livre-là, on parle beaucoup de l'intelligence humaine, vs l'intelligence artificielle. Oui. Et en fait, quand j'ai lu le livre, il y a une phrase d'Albert Einstein qui me revenait. C'était celle de dire, il y a deux choses qui sont infinies, l'univers et la bêtise humaine, mais pour l'univers, je suis pas sûre. Donc c'est quand même de dire que c'est une phrase vraiment qui m'a accompagnée parce que l'univers dans son aspect gigantesque, le cosmos dans son aspect infini, Albert Einstein nous dit quand même qu'il est pas sûr que c'est infini, mais par contre pour la bêtise humaine, ça il a pas de doute, ce qui est assez incroyable quand même. Est-ce que vous pouvez commenter ça en reflet avec ce roman qui parle aussi de l'humain et oui des bêtises dans lesquelles il peut tomber? Pour ça, je pense qu'il y a qu'à regarder les infos tous les jours. On se rend compte qu'il y a beaucoup de bêtises qui se passent, notamment plein de guerres absurdes. Je vais pas trop commenter ça, sinon je vais tomber dans le politique et ça reste une interview scientifique et littéraire. Voilà. Apolitique, tout à fait. Voilà. J'ai un truc, même si je suis engagé politiquement, mes livres ne sont pas des livres politiques, ce sont des livres scientifiques. C'est important de le rappeler, parce que c'est ouvert à tous. Exact, et la science, du moins j'espère, n'est pas censée avoir de couleur politique.
Donc, C'est bleu quand même, hein. Je vais quand même rappeler. C'était une on a blague. compris de quelle partie je suis néanmoins. Mais en fait, déjà, c'est très compliqué d'avoir une opinion sur ce qu'on ne voit pas. Je m'explique. Il y a une seule chose qui va plus rapidement que la lumière, c'est l'expansion de l'univers avec l'énergie sombre, la matière noire, etc. C'est quelque chose qu'on maîtrise pas encore totalement. Ce qui veut dire que le temps que la lumière nous revienne, eh bien, On est déjà dépassé. le temps est déjà dépassé puisque donc le Big Bang a eu lieu il y a plus de 13 milliards d'années. Bien évidemment, comme donc des galaxies primaires ou des choses qui sont passées au tout début du Big Bang, qui aujourd'hui sont aux confins, pas de la galaxie, de l'univers, les galaxies ne sont que des toutes petites parties de cet univers gigantesque, on ne le voit pas en fait. On appelle ça l'univers observable. Euh, et donc évidemment, même avec le télescope le plus puissant, eh bien la lumière des confins de l'univers n'a pas le temps de nous revenir. Donc on ne voit pas en fait le bout de l'univers, on ne voit que le bout de l'univers observable, en d'autres termes, environ à 13,6 milliards d'années-lumière, c'est énorme. Je rappelle d'ailleurs que le théoricien du Big Bang, c'est un Belge, un chanoine qui s'appelle Georges Lemaître. Euh, et donc voilà. Et c'est pour ça qu'Einstein avait dit ça. Maintenant, on a de nouveau pas la preuve, quelque chose qu'on voit finalement pas, qui sont les univers parallèles, etc. Donc c'est vraiment débattu, redébattu dans la communauté scientifique. Moi, je suis un humble écrivain qui essaie de comprendre ça et de le diffuser de la manière la plus limpide possible. Donc c'est réussi avec ce roman. Merci beaucoup. Mais évidemment, le but de nouveau est d'un petit peu chercher l'émerveillement également. Au final, ça qu'on cherche en lisant un livre. Mais finalement, il y a beaucoup de thématiques, celle du rêve, Ouais. celle de l'appréhension, celle de demain. Et en fait, ce que j'aimerais vraiment dire qui est important pour moi, c'est que ce livre a été imprimé en 2021. Ouais. J'imagine que vous l'avez écrit vers 2020. Oui, pendant le Covid. Pendant le Covid, en plus. Okay. T'as écrit combien de livres pendant le Covid, de près? Non, juste celui-là. Non, celui-là. Je rigole. Et donc, du coup, tu parles énormément d'intelligence artificielle. Et je trouve qu'en 2021, on n'en parlait pas du tout comme on en parle aujourd'hui. Ouais. Et pour moi, déjà, ça, c'est le signe que c'est bien un livre futuriste. Mais en plus de ça, quand j'étais en train de lire ton livre, je me suis dit, mais c'est pas impossible que ça arrive. Quand tu parles d'Oscar. Oui. Qui est l'IA surpuissante, avancée, qui nous dépasse de loin et qui aide l'humain, mais qui le dépasse finalement. J'ai l'impression qu'on a cette relation, on va avoir cette relation à l'intelligence artificielle qui va être une relation complexe parce qu'on l'a créée et parce qu'elle arrive à faire des choses que nous on n'arrive pas à faire seul, comme le fait de rencontrer quelqu'un par exemple. J'ai beaucoup ri parce que j'ai l'impression que c'était le futur des applications de rencontre. Ouais. J'ai énormément ri parce que c'était tellement ça avait l'air vraiment vrai. Et je serais pas étonnée que d'ici X années, on le vive. Tu voudrais pas nous parler un petit peu d'Oscar parce que finalement, j'ai l'impression, aussi un personnage du livre. Alors, effectivement, c'est là où il est de plus en plus compliqué de faire la différence entre l'émotion et le robot. Il y a un très beau film d'ailleurs qui parle de ça s'appelle Ex Machina. Et à un moment donné, tant l'ingénieur que les collaborateurs n'arrivent plus à faire la différence entre l'humain et l'IA. Sauf que jusqu'à présent, c'est là où arrive évidemment toute la relation complexe avec ce fameux Oscar qui est une IA, qui est invisible en fait. Eh bien, est-ce qu'on doit le traiter comme une personne ou pas? Ça, le danger arrive à partir du moment où justement on traite comme une personne. Parce que l'IA suit une logique purement mathématique. Et j'avais une dernière question pour toi, parce que je sais que tu es vraiment fasciné par la vie extraterrestre. Il y a une autre fascination que tu as, que j'ai découvert dans le livre, c'est le fait de vivre plus longtemps. Ouais. En fait, ça, le transhumanisme, en fait, l'équation française, c'est la suite de
moins 196 degrés, qui est la température dans laquelle on plonge un corps dans l'azote liquide. En fait, c'est la cryogénisation. Mais, alors, premièrement, ça fait partie des personnes qui ont peur de la mort. Il n'y a pas 36 solutions. En fait, pour lutter contre ça, il faut lutter contre le vieillissement. Le meilleur allié pour cela, c'est le froid. Mais au-delà de ses propres soucis existentiels où on a envie de vivre un petit peu plus longtemps, c'est évidemment franchir des distances qui sont colossales à l'échelle universelle. Je vais essayer d'illustrer cela. On parle d'années-lumière, etc., mais est-ce qu'on se rend vraiment compte ce que c'est? Partons de la Terre. Si on prend la distance de la Terre à la Lune, beaucoup moins plus Terre d'ailleurs, eh bien, on parle environ de 390 000 kilomètres. Environ parce que les orbites sont elliptiques, ce ne sont pas des cercles parfaits. Et puis, la distance entre le Soleil et Pluton, eh bien, c'est déjà 6 milliards de kilomètres. Et là, on est toujours dans notre système, mais Pluton, c'est déjà très très loin. Et puis, On n'est jamais allé sur Pluton, d'ailleurs, il me semble. des sondes. Nous, on a été que sur la Lune, en fait. Et puis, une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. C'est gigantesque. C'est une année-lumière. Le système le plus proche de nous, c'est Proxima du Centaure. Très beau système, d'ailleurs, il y a 3 étoiles. Et, comment Star Wars. Donc, il y a 3 soleils le matin. Il y a 3 soleils, effectivement, ouais. Et donc, ça, c'est vraiment les voisins. À l'échelle universelle, Proxima du Centaure, c'est à côté. Et le diamètre de notre galaxie, de la Voie lactée, c'est 100 000 années-lumière sur 1000 d'épaisseur. C'est colossal. Et si on veut se rendre compte encore un petit peu plus du gigantisme de l'univers, eh bien, quand on regarde le ciel, on parle d'étoiles et on se dit, on pourrait se dire, c'est bizarre, si ce sont des étoiles et donc des soleils, pourquoi est-ce qu'il fait noir la nuit? Eh bien, pour une raison très simple, en fait, évidemment la distance, mais pas que, parce que beaucoup de points associés à des étoiles sont en fait des galaxies. Donc, des mastodontes de 100 000 années-lumière de diamètre, voire plus, apparaissent comme des petits points dans le ciel. Et c'est là où on comprend que les distances sont dingues. Notre espérance de vie moyenne ne permet évidemment pas de faire cela. Il y a 2 choses qui peuvent nous aider à cela. C'est la relativité générale, comme dans Interstellar au final. On courbe l'espace-temps, c'était prouvé mathématiquement, maintenant pour le faire dans la pièce c'est compliqué, ou alors une idée d'ailleurs développée par Stephen Hawking, l'arche spatiale, où là évidemment il y a en cryogénise des personnes pour qu'elles arrivent à bon port, c'est aussi expliqué dans Interstellar, qui est un magnifique film, vraiment. Qu'on vous recommande de regarder. Exactement. Il faut savoir que c'est pas que romancé, puisque le consultant de ce film, c'était Kip Thorne, qui a bien reçu le prix Nobel de physique pour les ondes gravitationnelles. Je crois qu'on va peut-être pas trop le développer ici. Mais donc voilà, tout ça est fascinant, mais on fait face à des défis beaucoup plus dingues que sur Terre. Donc, c'est l'équation 37 aux éditions, je sais pas si vous voyez bien, aux éditions Weyrich. Weyrich. Elle était en Belge, donc c'est 100% Made in Belgium. 100% Made in Belgium, et l'auteur est 100% Made in Belgium aussi. Donc, on vous recommande vraiment de le lire, et de lire tes autres romans aussi. On donnera la liste de tes autres romans, on donnera aussi les liens pour se procurer tes livres. Merci beaucoup, Geoffrey. Merci à toi.